Formation des chaînes de montagne, première vidéo, on va s'intéresser aux indices tectoniques de l'histoire de la formation des Alpes. C'est la chaîne de montagne la plus fréquemment étudiée. En plus on est français, alors pourquoi irions-nous étudier à l'étranger? Cette vidéo fait donc partie d'un ensemble de vidéos correspondant à une leçon concernant la formation des chaînes de montagne. Tout d'abord, essayons de voir rapidement la structure des Alpes. Donc ici, vous avez un extrait retouché de la notice carte géologique simplifiée des Alpes occidentales du Léman à Digne. Et on va vous présenter les différents domaines alpins. Donc on a le domaine dit piémontais et austro-alpin que j'ai entouré ici en vert foncé. Il est constitué principalement de schiste. Nous avons aussi des massifs cristallins, c'est-à-dire souvent des granites, des gneiss. Ensuite, à côté, on a ce qu'on appelle le domaine briançonnais. Pourquoi? Parce qu'il y a Briançon dedans. Et puis, plus à l'ouest, le domaine dauphinois. Et à l'extérieur, en fait, toutes les parties jaunes et marron, ce sont les domaines extra-alpins. Donc on va souvent parler de la zone dauphinoise, briançonnaise ou piémontaise. On va commencer par les figures tectoniques. Donc je vous invite à regarder la petite vidéo comment dessiner des figures tectoniques. Donc on démarre avec des couches horizontales non déformées. Je vous rappelle que les sédiments apportés par les rivières se déposent au fond des lacs et de la mer. Les premiers à se déposer vont être couverts par les suivants, puis les suivants, puis les derniers. Et les tout premiers ici, les jaunes, vont se retrouver écrasés par le poids des sédiments apportés ensuite, c'est-à-dire les marrons, puis les blancs, puis les verts, puis encore les blancs. Ceux du dessous vont être complètement compressés, vont perdre leur eau et vont se transformer et se solidifier pour former des roches dites sédimentaires, type calcaire, marne, etc. Donc si on est dans des déformations de type cassante, en régime compressif, donc on compresse, il y a des forces qui arrivent des deux côtés, la roche n'est pas déformable, elle se casse. On va donc avoir ce qu'on appelle une faille inverse, avec le bloc qui se trouve du côté de la pente de la faille qui va remonter par-dessus. On peut avoir des déformations dites plastiques quand les roches se déforment, donc toujours en régime compressif. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir des plis. Quand on est sur le sommet d'un pli, on parle d'anticlinal. Quand on est dans le creux, on parle de synclinal. Et un pli toujours orienté selon un plan axial. Les plis peuvent parfois être verticaux, comme sur la première mesure, ou déjetés, c'est-à-dire inclinés. Et si vraiment ils sont très inclinés, on parle de plis déversés. Bon, vous n'avez pas à connaître tout ce vocabulaire, vous devez reconnaître des plis. Parfois, la compression est tellement forte que les plis, une fois déversés, vont finir par casser le long de leur plan axial. Une faille va se former et certains plis vont remonter par-dessus les autres. On va parler de failles de chevauchement. Donc, je vous rappelle, la vidéo s'intitule « Schéma figure tectonique ». Vous la trouverez sur ma chaîne dans la playlist DTS en géologie. Alors, vous avez un exemple ici, le pli faille de Sassenage, qui est dans le domaine dauphinois des Alpes. Donc, si vous ne l'aviez pas vu, voici l'interprétation géologique dessous, un petit dessin. Donc, on voit très bien ici le pli. Les strates sédimentaires se sont pliées, la compression a continué et il y a eu rupture avec remontée du bloc. Donc, on a une faille inverse. Dans la compression, on a donc vu les failles inverses. Donc il y a un raccourcissement horizontal, un épaississement vertical, ça donne du relief. On a le système des plis et des plis-failles, donc toujours même principe, raccourcissement horizontal, épaississement vertical, création de relief. On va aller plus dans l'extrême avec le chevauchement, donc l'unité va se déplacer sur une certaine distance. Et quand la compression est tellement forte, on va avoir ce qu'on appelle une nappe de charriage, c'est-à-dire que le bloc qui chevauche va se déplacer sur une dizaine, une quinzaine de kilomètres. Donc là, on parle carrément d'une nappe de charriage, comme une nappe de table où on recouvre toute la table. Là, on a une nappe de roche qui vient recouvrir le sol. Alors, on va avoir deux autres sortes de vocabulaire. Avec l'érosion,
peut se creuser un trou dans la nappe de charriage, c'est ce qu'on appelle une fenêtre. On va pouvoir voir finalement l'unité qui est chevauchée, celle qui est en beige sur l'image. Et cette nappe de charriage, elle va subir aussi l'érosion par le devant, là où elle s'est arrêtée. Donc au niveau de la... ça forme un peu une falaise sur l'avant. Donc la limite, le front de charriage va reculer par l'érosion et parfois il y a des petits bouts qui restent. Un fragment de nappe, c'est ce qu'on appelle un clip ou un clipe. Donc je vous ai rajouté ici un petit schéma à côté pour le principe de la nappe de charriage. Donc on a une cassure suite à compression et un bloc passe par-dessus et glisse. Donc toujours la vidéo figure tectonique sur la chaîne YouTube. Le rocher de l'Eschaux, donc dans le massif des Bornes en Haute-Savoie. Pourquoi j'ai mis un S à haute? Au nord de Grenoble, on est toujours dans le domaine dauphinois. Vous allez me dire, ouais, bah, c'est une montagne, en quoi c'est une figure particulière? Et bien en fait, nous avons ici un chevauchement. Si on va analyser les roches, on s'aperçoit que donc au niveau des sapins, c'est du Crétacé inférieur. La première falaise que vous voyez, c'est de l'Urgonien. On remarque des petites lignes où il y a des sapins en haut à gauche. C'est une ligne de Crétacé supérieur. Et ensuite, on a une rupture et on retrouve de nouveau de l'urgonien. Donc là, il y en a un problème. On ne peut pas avoir de l'urgonien à deux niveaux différents l'un sur l'autre. On a donc bien eu un morceau qui est passé par-dessus l'autre. La nappe de Digne, dans les Alpes du Sud, on est toujours dans le domaine dauphinois. Donc la nappe de Digne est venue recouvrir, donc on parle d'unité chevauchante et d'unité chevauchée, ou d'unité alloctone et d'unité autochtone, donc l'autochtone c'est celui d'origine. Si on remet le petit dessin à côté, donc en bleu c'est l'unité chevauchante, c'est la nappe qui est venue jusqu'à Digne. Donc sur la carte, comment est-ce qu'on peut repérer une nappe? Tout simplement parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des contacts anormaux, c'est-à-dire qu'à certains endroits on va avoir trois sortes de roches qui se touchent en un seul point. Un contact anormal, en général on a deux roches l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'au départ on a des dépôts de sédiments qui se font les uns sur les autres. Donc, vous avez, si vous vous souvenez de tout à l'heure, la couche jaune au-dessus la couche marron, au-dessus la couche blanche. En supposant que ces couches soient basculées, eh ben, la jaune, elle est toujours à côté de la marron. Et la marron, elle est toujours à côté de la blanche. Mais vous n'avez jamais en un point les trois couleurs. Or là, ici, on a un contact anormal, on a plusieurs couleurs en un même point. Donc ça, c'est bien souvent caractéristique d'une nappe de charriage. Donc sur la carte, on voit qu'elle s'est déplacée comme suit. Une petite interprétation à droite. Donc vous devez être capable, en TP, d'avoir, grâce aux légendes, la capacité de reconnaître certaines anomalies sur les cartes géologiques. Vous avez toujours de l'aide à côté et des exemples pour vous aider. Dans les déformations cassantes, on peut avoir aussi un régime extensif. Donc cette fois, on a toujours des failles, ça casse, mais au lieu d'avoir une compression et d'avoir le bloc côté pente qui remonte, le bloc côté pente s'effondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a étiré sur les côtés. Donc, on a ici un régime extensif ou distensif et parfois on n'a pas qu'une seule faille mais on a plusieurs failles à la suite qui sont légèrement incurvées, c'est ce qu'on appelle les failles lystriques et on verra leur utilité tout à l'heure. Donc ici, un exemple de faille normale et de mini-blocs basculés au niveau des rochers d'Armentier sur la commune de la Garde près de Bourdoisan, toujours dans le domaine dauphinois. Voici l'interprétation de la photographie du paysage. Vous avez donc le socle hercynien. La chaîne hercynienne, c'est la première grosse chaîne qui s'est formée au niveau européen, beaucoup plus ancienne que les Alpes. Et sur le socle, donc on l'appelle socle parce que c'est la base de notre croûte, au-dessus, on va retrouver une catégorie de roches sédimentaires qu'on appelle les dolomies qui datent du Trias et au-dessus des marnes et des calcaires qui datent du Lias. Donc là, on voit très bien le décalage des couches. Donc on a une faille avec un affaissement du bloc à droite.
Si on a une déformation cassante, mais cette fois avec un régime coulissant, c'est-à-dire il n'y a pas un bloc qui passe par-dessus un autre ou par-dessous, on a simplement un décalage, soit vers la droite, soit vers la gauche, c'est ce qu'on appelle une faille de décrochement. Vous avez ici un exemple sur la montagne de Chamechaude. Alors, vous allez me dire, oh ouais, mais on n'y voit que dalle. Oui, je suis d'accord. Il faut aller sur le terrain. Il faut regarder les roches. Et une fois qu'on a positionné les roches sur la photographie, sur la carte, on va pouvoir définir qu'il y a un chevauchement. Donc vous allez me dire, voilà, oh là là, c'est compliqué. Mais oui, mais géologue, c'est ça, on passe sa vie sur le terrain, on relève les positions des roches, leur âge, leur nature, et on délimite des cartes. Et donc là, en pointillé jaune, vous avez un décrochage avec mouvement dans les deux sens qui provoque un décalage. Alors, voici un premier décalage. Vous voyez que la couche TI, elle a été décalée. On a aussi ici l'urgonia inférieur qui a été décalé. D'accord? Bon, il y a eu bien sûr d'autres mouvements tectoniques, vous voyez que tout n'est pas bien plat, mais il n'empêche qu'il y a ici un grand décrochement. Donc globalement, dans nos Alpes, on a les deux principaux types de failles, les failles normales et les failles inverses. Les failles normales nous signalent une distension, un écartement, et les failles inverses nous signalent une compression. Ça veut dire que dans nos Alpes, il y a eu les deux épisodes. Or, en général, une distension, on la retrouve quand on fracture une plaque, quand on fracture un continent. Donc, on a eu forcément mise en place d'un rift, d'une dorsale et pourquoi pas d'un océan. Ensuite, si on a des traces de compression, c'est qu'on a forcément eu rencontre de deux plaques. Donc maintenant, à savoir dans quel ordre, on va essayer de voir ça. Les traces d'un ancien océan. Donc si on a eu distension, c'est qu'il y a eu un océan. Je vous rappelle, vous l'avez vu en première S, le fonctionnement d'une dorsale et la formation de la lithosphère océanique. Je ne vais pas reprendre le détail, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous irez la voir. Mais globalement, au niveau d'une dorsale, vous avez une chambre magmatique dans laquelle se passe une cristallisation dite fractionnée, c'est-à-dire qu'on cristallise certains minéraux en premier puis d'autres. Au fond de la chambre sédimentent, c'est-à-dire tombent sous leur propre poids, les plus gros cristaux. On va avoir formation d'une roche entièrement cristallisée qu'on appelle le gabbro. Et le haut de la chambre est occupé par le reste de magma encore chaud et liquide qui va sortir par des cheminées. Et comme il sort en petite quantité, il va refroidir beaucoup plus vite et ça va former une roche dite microlithique, c'est-à-dire constituée de petits cristaux, micro, petits, lithiques, pierres, petits cristaux noyés au milieu d'un verre transparent au microscope, mais attention, qui est noir à l'œil nu. Donc, ce sont les basaltes. Et globalement, on a donc un ensemble gabbro-basalte qui s'éloigne de la dorsale. Si effectivement, on a une formation d'un océan au niveau des Alpes, et on peut en avoir la preuve par les failles normales et les failles listriques, on devrait trouver des ophiolites, c'est-à-dire une structure de croûte océanique. Donc la présence d'ophiolite, l'ophiolite, ici je vous ai mis un document en anglais, l'ophiolite c'est pas une roche, c'est une séquence de roches, c'est-à-dire qu'on va trouver toujours dans le même ordre une superposition de péridotites, c'est-à-dire de roches du manteau, au-dessus du gabbro, au-dessus des complexes de basalte et au-dessus des pilolavas, c'est-à-dire des basaltes en coussin. C'est du magma qui est sorti dans la mer et qui a tout de suite refroidi puisque nous sommes dans les plaines abyssales à 2-4 degrés de température de l'eau. Donc un magma à 1200 qui rentre dans une eau à 2 degrés, je ne vous raconte pas le choc thermique, il refroidit d'un coup sous forme de boule et en général il n'est pas du tout cristallisé. Donc la subduction océanique qui précède une collision continentale. Vous en avez déjà entendu parler en première S. Donc qu'est-ce qui se passe? On a notre plaque plongeante. On a donc une croûte océanique avec du manteau lithosphérique qui va s'enfoncer sous une autre plaque, sous un continent, en l'occurrence ici. Et on va avoir formation d'un prisme d'accrétion, ce petit boudin jaune qui se trouve contre le continent au niveau de la fosse. Ce sont tous les sédiments qui sont en surface de la croûte océanique, qui ne vont pas réussir à rentrer en subduction, qui vont s'accumuler. Alors j'ai pour habitude de donner comme exemple à mes élèves, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo je crois, vous imaginez
que la croûte océanique noire, c'est le gâteau au chocolat. Le jaune dessus, c'est la chantilly. Et puis à droite, la cordillère, la grise, le nouveau continent à droite. Et c'est la cuillère qui vient racler la chantilly sur le gâteau. Oui, c'est trop bon ça. Et ben voilà, le prisme d'accrétion, c'est votre chantilly qui s'accumule dans votre cuillère. Ça marche pour tout le monde? Donc, quand on a une subduction océanique, on a de la lithosphère océanique qui rentre en subduction. Elle entraîne derrière elle un continent qui va venir inexorablement entrer en collision contre le continent sous lequel la plaque s'enfonce. Et donc, à un moment donné, ça arrive, quand on se rapproche, que la collision est proche, on va avoir des morceaux de croûte océanique qui se décollent sous l'effet de la pression et qui vont se retrouver prisonniers dans le prisme d'accrétion. Et quand tout va ressortir en surface, on verra des morceaux de croûte océanique, c'est-à-dire des ophiolites. Ici, vous voyez. Quand les deux lithosphères continentales arrivent en collision, c'est le cas par exemple ici pour l'Himalaya, eh bien on a parfois des énormes morceaux de croûte océanique, pas seulement des petits lambeaux, mais carrément une nappe entière qui se retrouve en surface. On appelle ça une nappe ophiolitique. À partir du moment où on parle de nappe, c'est quelque chose qui est grand, d'accord? Donc des ophiolites, on en trouve sur un mont très connu, le Chenaillé. Donc on va trouver au sommet du Chenaillé des pilolava, un peu plus bas des gabbros et en bas des serpentinies. Donc je vous remets la structure à côté. Donc là, typiquement, le Chenaillé, c'est un morceau de croûte océanique. Vous retrouverez souvent cette coupe du Chenaillé présentée de cette manière dans les sujets bac. Donc on retrouve côté nord-est le sommet du Chenaillé avec les coulées de basalte en pilolava. Dessous en bleu les métagabbros. Alors on dit métagabbros parce qu'ils ont été métamorphisés. On verra plus tard qu'ils ont subi des modifications de pression-température qui font qu'il y a eu une réorganisation des minéraux. Mais à l'origine c'était des gabbros. Dessous en bleu foncé les serpentinites dérivant de l'erzolite. Les erzolites sont des péridotites. Donc là c'est pareil, elles ont été métamorphisées, elles prennent le nom de serpentinites. Donc si on parle d'ophiolite, ça vient de ophis serpent. Pourquoi? Parce que les serpentinites en fait ont un aspect en peau de serpent. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Maintenant, la présence de marges passives correspondant à la bordure des continents. Donc on a trouvé un fond océanique, on a trouvé de la croûte océanique en surface. Donc en toute logique, on devrait trouver la bordure de l'ancien continent. Si on a eu collision et fermeture de l'océan, on a forcément eu les marges continentales des deux continents qui sont rentrés dedans. Ces marges continentales, on devrait en trouver la trace. Or, comment est-ce qu'on repère une marge continentale? Ça, vous l'avez appris aussi en première S. Une marge continentale est caractérisée par un profil en escalier avec des failles normales qui s'effondrent progressivement. Pourquoi des marches tout simplement parce que un océan se crée quand on fracture un continent. Donc on va d'abord former un rift, on va avoir un amincissement de la croûte continentale avec des effondrements sur lui-même et les effondrements sont des failles normales. Quand l'extension continue, on va avoir arrivée d'eau et dépôt de sédiments dans les petits fossés d'effondrement qui sont sur les côtés et qu'on appelle des hémigraben. Alors un graben, c'est un fossé d'effondrement encadré par deux failles normales. Ici, on a des fossés créés par une seule faille normale. On appelle ça un hémigraben. Donc notre continent continue de se déchirer. On a des apports de sédiments qui viennent par l'eau douce des continents et par la mer. Et les petits creux dus au bloc qui basculent. Donc à droite, vous avez 3 dessins, 1, 2, 3. Sur le dessin 2, vous avez des flèches qui vous indiquent le sens de basculement des blocs. Ça fait des petits creux dans lesquels les sédiments ici en jaune viennent se déposer. Et comme le bloc bascule en plusieurs fois et pivote par rapport à son sommet, on va avoir des dépôts de sédiments qui se font
en éventail. Donc je vous invite à voir la vidéo sur les marges passives qui vous expliquera un peu mieux comment se déposent les sédiments en éventail. Sur la vidéo aussi figure tectonique, vous le verrez. Donc ce qui est caractéristique d'une marge passive, finalement, c'est un ensemble de failles dites lystriques dans lesquelles on trouve bien une sédimentation en éventail. Donc on peut supposer qu'il y a 180 millions d'années, on a eu un continent, une plaque en tout cas, possédant un continent, qui s'est séparé par création d'un rift, étape numéro 2. Donc on a les codes D, B et P, dauphinois, briançonnais, piémontais. C, E, V, ce sont les Cévennes. Donc on a eu création d'un rift par extension et naissance d'un océan alpin. Et on s'est retrouvé donc avec deux plaques, la plaque européenne au nord et la plaque africaine au sud-est. Donc maintenant, dans ma carte géologique des Alpes, je vais devoir rechercher des traces de marche passive prouvant l'existence d'un océan alpin. Alors vous allez me dire, c'est le bazar, il y a des couleurs de partout dans tous les sens. Il y a une zone intéressante, c'est celle-là. C'est une zone où on s'aperçoit qu'on a plein de lignes noires. Donc dans la légende d'une carte géologique, ce sont des failles ou des nappes de charriage. On a plein de failles plus ou moins parallèles. Alors quand je dis parallèles, on n'est pas en maths. Hein. J'ai pas pris ma règle et j'ai pas des traits bien parallèles les uns par rapport aux autres. C'est simplement que j'ai des grandes déchirures dans le sol qui sont quasiment orientées de la même façon. Donc dans le détail, je m'aperçois que c'est le bazar. J'ai plusieurs sortes de roches. J'ai du sédimentaire, avec surtout du jurassique et du trias, donc du bleu, du violet. J'ai aussi du cristallin, c'est-à-dire des roches magmatiques ou des gneiss. Et j'ai aussi donc quand je regarde en détail cette partie, j'ai 5 blocs, les uns à côté des autres, séparés par des failles que j'ai ici surpassées en jaune. Alors je ne les ai pas toutes faites, puis vous voyez que vous en avez plein. Si on prend une photo du paysage, on s'aperçoit qu'en fait on a des grandes vallées parallèles les unes aux autres. Donc chaque vallée correspond finalement ici à une faille. Si on regarde le paysage sous un autre angle, on peut s'apercevoir qu'effectivement, on a des blocs basculés. C'est le cas par exemple du bloc numéro 2 du Taillefer. À gauche, le bloc numéro 1, c'est le bloc de la Mure. À droite, le bloc numéro 3 des Grandes Rousses. Et à chaque fois, on a des blocs de socle et par-dessus des sédiments. On est donc bien dans le principe de marche d'escalier, donc de marche passive. Si on prend un schéma synthétique, donc vous avez des hémigraben, c'est-à-dire des demi-graben, c'est-à-dire des effondrements dus d'un côté à une seule faille. Hein. Vous voyez toujours qu'il reste un point haut et c'est le bloc qui bascule. Si le bloc basculait des deux côtés, on aurait un enfoncement horizontal. Ici, on n'a qu'un seul côté du bloc qui bascule, donc on a un demi-graben. Donc on a les blocs basculés majeurs, la Mure, Taillefer, les Grandes Rousses Rochailles, Amparis et Combeno. La Mure et le Taillefer, on vient de les voir. Donc on a d'ouest en est des failles normales dites lystriques. Les blocs sont basculés et dans les trous du basculement, des sédiments du Jurassique inférieur et moyen. Un autre coin va nous intéresser, c'est celui dont on va parler dans les diapos suivantes, c'est Bourdoisan et l'Alpe d'Huez. D'accord, donc ici on va travailler sur le massif des Grandes Rousses, Rochailles. Donc je vous ai mis la photo dessous. Je ne sais pas qui a pris la photo, mais elle est très bien faite. Donc ici, vous avez une reconstitution par dessin du bloc de l'Alpe d'Huez.
Vous avez une carte géologique d'interprétation en haut à droite avec les légendes. Bon, ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas vraiment la nature des roches ici, c'est le relief. Et je m'aperçois que j'ai mes escaliers. Donc j'ai basculé la coupe à l'envers dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que je vais en utiliser une autre qui n'était pas orientée de la même façon. Je m'intéresse à cette zone-là, cette hémigrabène-là, qui correspond en fait à l'hémigrabène située entre le mont Armé et justement le sommet de l'Alpe d'Huez au niveau des lacs. Donc vous voyez, j'ai l'ouest à droite et l'est à gauche. Bon, j'ai récupéré cette coupe, donc c'est pour ça que j'ai basculé celle du haut. On va travailler sur les différents points qui ont été signalés par des flèches vertes. Donc tout ce travail-là, j'ai récupéré sur le site de Christian Nicolet. C'était mon prof à la fac. Donc, en premier, on travaille sur les lacs. Ici, lac Besson et lac Noir, j'ai un escalier. Donc j'ai bien des blocs basculés. Sur Bourgoisan, si je prends cette photo-là, j'ai deux sortes de roches dans mon paysage. J'ai des roches sédimentaires qui datent du Lias, c'est-à-dire du Jurassique inférieur, environ 200 millions d'années. J'ai un pendage des strates sédimentaires vers l'ouest, c'est-à-dire que l'orientation de la pente de mes strates de roches sédimentaires, ça penche vers l'ouest. Et à droite, j'ai du massif cristallin, c'est-à-dire des roches constituées de minéraux provenant d'un magma. Si je m'intéresse maintenant à ce qui se passe à l'intérieur de mon trou, c'est-à-dire de mon hémigraben, je me place à la pôte et j'observe des paysages avec des roches sédimentaires qui sont affectées de plis. Alors vous allez me dire tout à l'heure, madame, vous nous avez dit que les blocs basculaient, ils se remplissaient de sédiments et les sédiments, quand ils déposent, ils sont bien horizontaux. Pourquoi là, ils sont plissés? Justement, on va essayer de comprendre. On a des axes qui nous indiquent l'orientation finalement de la compression. On a donc au départ une phase d'extension qui a formé l'hémigraben, bordé par une faille normale, sur la marge de l'océan, qui se trouve à l'est, donc sur le continent européen. Mais puisque l'intérieur de l'hémigraben, au lieu de montrer des couches sédimentaires bien horizontales, nous montre des couches sédimentaires plissées, c'est qu'il y a eu compression. Donc en deuxième étape, on a eu compression lors de la collision alpine. Les séries sédimentaires se sont retrouvées pincées et la faille, elle montre un jeu inverse. C'est-à-dire que la faille de départ était une faille normale. On était en bord de continent, les bords du continent s'effondraient sur eux-mêmes, les failles listriques, les trous se remplissaient de sédiments, mais il y a eu subduction, disparition de la croûte océanique et les deux continents sont arrivés en collision l'un contre l'autre. On est arrivé dans un système de compression et la bordure de notre continent, qui n'était qu'une marche d'escalier bien tranquille, s'est retrouvée complètement compressée et on a changé donc de régime, c'est-à-dire que les failles qui étaient normales, comme elles existaient déjà, il n'y a pas d'autres failles qui se sont créées, on dit que la faille a rejoué, c'est-à-dire que les blocs sont remontés par-dessus. Donc ici, on a la preuve qu'il y a eu compression. Pourquoi? Parce que les sédiments en éventail qui étaient à l'intérieur des hémigraben se sont tordus, se sont pliés. Donc si je fais une synthèse sur la carte géologique des Alpes, ici qui a été travaillée sous Mesurim et légendée. Donc pour faire un schéma sous Mesurim, on peut vous demander ça aux ECE. J'ai mis en violet les grandes failles normales qui traduisent la marge passive. On a plusieurs failles normales quasiment parallèles les unes à côté des autres. On a donc bien un principe d'escalier, d'effondrement, marge passive. On a donc bien ici une bordure de continent. À côté de ça, on a des grands chevauchements, des charriages. Je vous rappelle que sur le schéma, alors ça ne se voit pas parce que je l'ai mis en petit, on doit dessiner des pointes sur le trait. Les pointes indiquent
le côté chevauchant. Donc là, on a des grandes nappes de chevauchement, de charriage. Et en plus, on a des ophiolites. On peut donc, si on regarde l'orientation des marges et surtout l'orientation des nappes de chevauchement, on peut définir la direction générale de la collision. Et la direction générale de la collision, elle est perpendiculaire aux nappes de charriage. D'accord? La nappe de charriage, elle avance, elle va recouvrir le sol. Donc vous vous mettez perpendiculairement, vous avez la direction générale de la collision. Donc globalement, nos Alpes se sont formées parce que l'Italie est rentrée dans la France. Vous pouvez remarquer qu'on a également entre l'Espagne et la France les Pyrénées. On a donc une histoire très simple. Au début, fragmentation de la plaque européenne, on est au Trias. Création donc d'un océan, expansion océanique, formation d'un océan alpin étroit, c'est le Jurassique supérieur. Puis, changement de régime. On n'est plus en expansion, on rentre en compression parce que l'Afrique remonte. Et on a une collision de la microplaque adriatique, c'est-à-dire l'Italie, avec la plaque européenne. Donc dans le cadre d'un mouvement rotatoire qui concerne aussi la microplaque ibérique. Donc en fait, on a l'Espagne qui est venue rentrer et ce qui a donné à l'origine les Pyrénées. Donc globalement, grâce aux indices tectoniques, on peut sortir cette information. Maintenant, pour avoir un peu plus de détails, il va falloir voir la vidéo numéro 2 sur les indices pétrographiques.